Bonjour à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour la session 1 de ma série de 5 formations qui s'intitule Débancarisez-vous, c'est-à-dire sortez vos avoirs des banques, car je pense que la crise financière et monétaire qui nous attend risque d'être sévère, très sévère, et probablement pour votre épargne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, bon, j'avais espéré faire des lives. Finalement, j'abandonne l'idée pour surtout des raisons techniques. Mais c'est pas bien grave, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, on va le faire de cette façon-là. En introduction, je vais commencer par vous expliquer un petit peu d'où je viens, même si je parle beaucoup déjà depuis pas mal de temps sur mon site internet et sur mon blog. Donc moi-même, je suis entrepreneur depuis maintenant quasiment toujours, hein. J'ai eu très très peu de salariat dans ma vie, sauf quand j'étais très jeune. Je crois que j'ai fait 8 mois de salariat en tout et pour tout. Le reste de ma vie professionnelle, j'ai toujours été entrepreneur. L'entrepreneur, évidemment, il prend des risques et il est dans une situation précaire. Mais c'est un choix, et c'est un choix non seulement assumé, mais c'est un choix que j'aime avant tout. Depuis 2008, j'ai été amené à m'intéresser de très près à ce qui s'est passé. La crise financière de 2008 m'a, je dirais, ouvert les yeux sur le système dans lequel nous vivons. Et donc, depuis cette période, c'est-à-dire maintenant 12 ans, j'ai énormément lu et appris. Donc, le but de aujourd'hui, en 12 ans, il m'a fallu un chemin qui a duré 12 ans. Alors, vous comprenez bien que les 12 années, de les résumer en 5 formations qui vont durer, je dirais, maximum 30 minutes chacune, c'est un travail un petit peu complexe. Donc, ça va être évidemment assez condensé. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous allez certainement, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir aller en très grande profondeur. Mais je vous laisserai vous-même aller faire vos recherches, je vous l'expliquerai un petit peu après. Donc, euh, donc j'ai pendant ces 12 années énormément appris, énormément lu, et c'est un sujet qui me passionne, c'est-à-dire le sujet de comment fonctionne finalement notre système financier, notre système monétaire, euh, comment est-ce qu'on tire les ficelles, qui tire les ficelles, bref, comment tout ça s'agence et comment tout ça se passe. Et avec quand même la chose la plus importante, c'est que nous, les personnes qui vivons au jour le jour dans la vie économique, hein, que nous soyons d'ailleurs entrepreneurs, salariés ou autres, euh, nous avons besoin de vivre chaque jour avec de l'argent, hein. C'est notre système d'échange, c'est le système d'échange entre les êtres humains, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est là et c'est donc quelque chose de très très important dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, alors, pourquoi je fais ces vidéos? Alors, concrètement, moi, ce que je souhaite, c'est que vous compreniez, à la sortie de ces 5 sessions, comment tout ça fonctionne, de façon simple et surtout très concrète. Et que vous puissiez, à la suite de ces 5 formations, prendre les décisions qui s'imposent pour vous, en ayant, je dirais, tous les tenants et aboutissants à votre disposition, pour faire les bons choix. Et les bons choix que vous estimez nécessaires à faire. Voilà, donc ma mission, je dirais, ça va être que vous ayez cette compréhension à la suite de ces 5 sessions. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais aborder énormément de points sans pour autant aller trop dans le détail. Donc j'essaie de vous les expliquer le plus simplement possible, mais ce n'est pas forcément toujours évident, parce que quand ça fait 12 ans qu'on est familier avec ces concepts-là, les choses sont claires dans nos têtes. Si jamais vous faites, bon, vous avez certainement, vous, à des degrés différents, ceux qui m'écoutez, des connaissances, mais parfois vous allez avoir besoin d'aller gratter un petit peu plus. Et là, je vous conseillerais clairement de le faire par vous-même, c'est-à-dire vérifier toutes les infos qui vous semblent éventuellement difficiles à digérer du premier coup. Allez vous-même sur Internet, faites vos recherches pour vous faire que vous ayez votre compréhension par vous-même. C'est très très important. Vous faites votre opinion directement. Ensuite, vous allez pouvoir me poser des questions
Si jamais il y a des choses qui vous semblent, là aussi vous avez besoin d'avoir plus de compréhension sur ce que je vous explique, vous pouvez aussi directement me poser des questions, je dirais de deux façons. La première, c'est en allant sur le blog cryptoparadise.consulting, où là, en dessous des vidéos, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires. Alors c'est un canal que je dirais est plus intéressant parce que ça va faire profiter les autres lecteurs de vos questions et bien sûr de mes réponses. Et ça va pouvoir ouvrir le débat. Mais si jamais vous le préférez, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé si vous pensez que la question est plutôt d'ordre privé et que vous souhaitez une réponse, je dirais, sans que personne d'autre puisse la lire, ou que vous souhaitiez que votre question soit lue que par moi, n'hésitez pas à utiliser ce canal-là, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Alors, les règles pour les questions, évidemment, qui seront sur le blog, c'est d'éviter la grossièreté et d'essayer d'être constructif. Bon, ça, c'est la base. Alors, je vous conseillerais, le mieux, hein, c'est pendant ces sessions, c'est vous prenez un stylo, mettez la vidéo régulièrement en pause pour noter éventuellement les questions que vous pourriez avoir, notez les références, parfois je vais vous en donner au fur et à mesure, hein, quand ça me vient à l'esprit. Hein. Je n'ai pas construit ça, alors bien sûr je lis un plan, mais je vais parler un petit peu comme ça me vient à l'esprit, donc il y a des moments où je vais certainement vous citer des choses. Je vous conseillerais à ce moment-là de les noter et éventuellement d'aller faire vos recherches là-dessus. Alors je tâcherai quand même de mettre des liens dans le descriptif de la vidéo, mais je ne vous garantis pas que j'y mettrai absolument tout ce que je dis. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec donc cette session 1. Session 1 qui est le système financier et la crise de 2008. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ? Parce que il est à mon avis très très important pour pouvoir prendre les bonnes décisions et comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pourquoi il faut sortir votre argent des banques. Je pourrais bien sûr vous dire aujourd'hui que votre argent est en danger, comme vous l'avez certainement lu et entendu pas mal. Je pense qu'il est très important de comprendre d'où on vient, comment ça fonctionne et pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, premier point, on va parler des ressources des États. C'est quoi d'abord l'État ? Bon, moi j'ai envie de dire très simplement, l'État n'existe pas, il n'y a que des contribuables. D'accord ? Ça, il faut que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Il n'y a pas d'État. En France, notamment, on aime beaucoup vous parler d'État comme s'il existait, comme si c'était une entité. Il n'y a pas d'État. L'État, ce n'est que des contribuables. Des contribuables, c'est-à-dire vous et moi, qui payons des impôts et qui contribuons à faire fonctionner une machine qu'on va appeler l'État. Mais sans contribuables, il n'y a pas d'État. Voilà, déjà, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et tout le monde est contribuable, hein, que ce soit même si ceux qui ne payent pas d'impôts directs, ils payent des impôts indirects en payant de la TVA, ne serait-ce qu'en allant acheter un seul objet en magasin. Ils payent des impôts indirects par la TVA. Donc, tout le monde est contribuable. Alors, maintenant, ces États, donc, comment ils se financent ? Donc, je vous expliquais que les ressources des États, c'était les impôts, les contribuables, mais ils ont une deuxième source de revenus, qui ne sont pas des revenus d'ailleurs, mais c'est finalement d'emprunter. Donc, lorsque un État ou un gouvernement, disons, n'a pas suffisamment d'argent pour faire ses dépenses, soit il augmente les impôts, mais ça c'est très compliqué en cours d'année. D'abord, on a quand même quelques règles qui font qu'une loi de finances est votée en début d'année pour une année. Donc normalement, un État en cours d'année ne doit pas pouvoir comme ça augmenter les impôts, sauf de manière un peu exceptionnelle. Donc, il va emprunter. Alors il va emprunter, c'est-à-dire qu'il va aller chercher de l'argent sur des marchés, ce qu'on appelle les marchés financiers. Alors vous avez beaucoup entendu, notamment il y a eu des présidents qui vous ont dit que leur ennemi c'était la finance, etc. Bon, c'est très amusant tout ça, mais les marchés financiers, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui sont prêts à prêter aux États. Alors vous allez me dire, qui est-ce qui prête aux États ? Ben, c'est beaucoup des banques, beaucoup d'institutions financières. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ceux qui prêtent, notamment les banques,
elles prêtent grâce à l'argent que vous déposez dans les banques. Alors c'est là où il y a la petite subtilité, c'est-à-dire qu'en fait c'est votre épargne qui, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, va financer ces États via la dette. Donc en gros, lorsqu'un État a besoin d'argent, a besoin d'emprunter, il va demander à une institution financière de lui prêter. Cette institution financière, elle a des dépôts, et ces dépôts sont vos comptes en banque. Donc de manière directe ou indirecte, votre épargne est investie est prêtée aux pays, aux États qui sont surendettés. Voilà, alors déjà vous comprenez la difficulté. Déjà une première chose, c'est lorsqu'on vous dit il suffit d'annuler la dette. Bon, c'est très drôle, moi j'adore ça. Oui, annuler toutes les dettes, dans ce cas-là vous annulez toute l'épargne. C'est-à-dire tous les épargnants perdent tout. En plus, on n'est pas sûr qu'en faisant ça, vous annulez toute l'épargne. Est-ce que toute l'épargne va rembourser toutes les dettes? C'est même pas certain. Alors dans un pays comme la France qui a énormément d'épargne, notamment en assurance vie, les Français ont beaucoup d'épargne, oui, on pourrait tout sucrer. Donc là, je ne vous dis pas le tollé quand même. Hein. Donc il faut avoir bien ça en tête. Hein. C'est votre épargne qui fait la dette. Donc annuler la dette, ce n'est pas un truc simple. Ça veut dire qu'on supprime l'épargne. Alors bien sûr, ceux qui sont très endettés aujourd'hui se frottent les mains en se disant pourquoi pas. Mais ceux qui ont épargné toute leur vie en travaillant, eux, ils verront pas ça ils n'auront pas le même avis, si vous voulez. Et ce serait évidemment très injuste. Hein. Je vais pas vous faire grâce de la fable La cigale et la fourmi, mais c'est vraiment favoriser donc la cigale au détriment de la fourmi. Hein. Ceux qui épargnent et qui font gaffe à ce qu'ils dépensent, et puis ceux qui font n'importe quoi, finalement on va les aider, ceux qui font n'importe quoi, puis on va punir ceux qui ont fait attention. C'est très très injuste. Voilà. Donc, voilà pour la partie dette et épargne. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne vous a pas échappé qu'il y a un pays qui est devenu le leader mondial, ça s'appelle les États-Unis, bien sûr. Alors, avec l'ascension de ce pays, et donc de sa monnaie, le dollar, celui-ci est considéré maintenant comme la monnaie de réserve mondiale. Alors, il y a deux dates fondamentales que vous devez impérativement retenir. La première, c'est 1944, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, pour faire très simple, hein, encore une fois, là vous irez faire vos recherches. Les accords de Bretton Woods ont été signés aux États-Unis, dans le New Hampshire, et ont décidé, si vous voulez, de la nouvelle organisation internationale à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'a prévu Bretton Woods? Ces accords ont prévu que le dollar allait être la monnaie mondiale de réserve, mais allait être convertible en or. Alors, c'est-à-dire que il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, l'or et l'argent, en métal, hein, ont été toujours, et de tout temps, depuis 3-4 000 ans, ont toujours fait figure de monnaie. Hein, les hommes se sont échangés de l'or. À l'époque romaine, il y avait des pièces d'or et des pièces d'argent. Donc, rien de nouveau là-dedans. Donc, en 1944, on a perduré ce système-là, sauf que vous ne pouviez pas échanger des dollars contre de l'or si vous étiez un individu. Les accords de Bretton Woods prévoyaient clairement qu'il n'y avait que les États qui pouvaient récupérer de l'or avec leurs dollars. Alors qu'est-ce que ces accords prévoyaient, pour être clair? Ces accords prévoyaient que c'était le dollar qui allait être utilisé pour tous les échanges internationaux, pour tout le commerce mondial, et que lorsqu'il y aurait des pays qui avaient beaucoup de dollars, ils auraient le droit, dans leur caisse, hein, prenons un pays qui exporte beaucoup, hein, donc qui récupère beaucoup de dollars, ils auraient le droit, une fois par an, hein, de demander aux États-Unis de leur donner de l'or contre les dollars. Alors les États-Unis, à cette époque-là, avaient tout l'or du monde. Hein. D'abord, là, on va dévier un petit peu, mais il est possible, je pense qu'ils en ont pas mal récupéré aux Allemands lorsqu'ils sont... et puis en Europe, hein, ils ont ramassé tout l'or. Hein. Donc tout ça a fini à Fort Knox, dans les coffres américains. Mais bon, ça c'est une diversion. Là aussi, vous irez rechercher. C'est un autre sujet. Il y a tellement de sujets. Donc, en tout cas, on est parti dans un système où les échanges mondiaux sont faits en dollars et si les pays le souhaitent, ils peuvent
demandaient de l'or contre leur dollar, contre leurs réserves en dollars. Alors le taux, il était fixe et c'était à 35 dollars pour une once d'or. Hein, une once d'or, ça fait à peu près 28 grammes d'or. C'était fixé à 35 dollars. Voilà. Donc la vie a repris et puis pendant les années qui ont suivi, on a eu les fameuses 30 glorieuses, hein, qu'on a appelées comme ça en France, qui ont été une époque de croissance phénoménale à la sortie de la guerre pour tous les pays. Et du coup, les choses se sont très bien portées. Mais les Américains, bien sûr, se retrouvant à la tête finalement de la première puissance mondiale, qui en tout cas qui le devenait très rapidement, ont eu une croissance alors la plus phénoménale de tous. Et surtout, ils ont pu utiliser leur dollar de façon, je dirais, assez exagérée, dans le sens où ils pouvaient en imprimer autant qu'ils voulaient pour, je dirais, faire du déficit budgétaire, sachant que tout le monde entier avait besoin du dollar, puisque c'était par accord de Bretton Woods, c'était cette monnaie-là qui était utilisée pour les échanges mondiaux. Donc si un Allemand vendait quelque chose à un Français, si vous voulez, il le faisait en dollars. Donc tout le monde avait besoin de dollars. Donc ce qui a donné un énorme avantage aux États-Unis. Mais, il y avait quand même cette convertibilité en or. Alors, il y a quelqu'un à qui ça n'a pas du tout échappé, c'est le général de Gaulle. En 1967, 65, même 66, il a commencé déjà à en parler. Et il s'était, lui, rendu compte, il n'était pas le seul, mais en tout cas, il l'avait clairement dit. Là aussi, vous irez faire vos recherches. Il y a, sur YouTube, vous trouvez des discours de Gaulle de l'époque, où il explique de manière très très claire que les États-Unis peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent et que ça crée des problèmes dans les échanges commerciaux entre pays, car en faisant de la sorte, il ne tient qu'à eux d'imprimer autant de dollars, alors que tout le monde en a besoin. Donc c'est une façon, si vous voulez, de frauder le système. Alors de Gaulle, lui, il a fait un truc très simple, c'est qu'à partir de ces années-là, donc fin des années 60, il a décidé, lui, clairement, de ce qu'aucun pays ne faisait depuis 20 ans, depuis les Bretton Woods. Il a commencé à envoyer, d'ailleurs il y a des navires français, c'est assez extraordinaire, des navires de la marine française qui ont amené, qui envoyaient des dollars aux États-Unis et qui récupéraient l'or américain. Alors, il a fait ça une année. Vous imaginez bien que les Américains ont commencé à être un peu inquiets. Parce qu'évidemment, ils pouvaient imprimer des dollars et faire du déficit budgétaire. Mais si les pays commençaient à récupérer l'or, alors là, ils allaient vite être dans la mouise. Parce que du coup, leur coffre d'or allait se vider. Et finalement, ils récupéraient du papier qu'ils avaient eux-mêmes imprimé, mais qui n'avait aucune valeur intrinsèque, si vous voulez. Alors, c'est comme ça, là encore, vous irez faire vos recherches, c'est fascinant ce qui s'est passé à cette époque-là, mais ça a mené tout droit vers une deuxième date. Donc je vous disais, il y avait deux dates à retenir, c'était 1944, Bretton Woods, et la deuxième date, c'est 1971, et là on peut dire que c'est le début de l'ère dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire l'annonce par le président américain Nixon, un dimanche, à la télévision, que dès le lendemain, c'est-à-dire dès le moment où il parlait, les États-Unis n'accepteraient plus de donner de l'or contre leur dollar. Donc c'était finalement, de manière unilatérale, les États-Unis qui décidaient tout seuls de mettre fin à un accord qui était quand même signé entre plusieurs pays, notamment leurs partenaires et leurs alliés. Ils ont mis seuls fin à cet accord. Et en disant du jour au lendemain, maintenant le dollar, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus d'or. Donc dès ce jour-là, il a été décidé que toutes les monnaies pouvaient commencer à fluctuer entre elles, parce que vous comprenez bien que jusqu'à cette époque-là, le franc français, le franc belge, le Deutsche Mark, etc., c'était des monnaies qui étaient stables, les unes par rapport aux autres, et surtout stables par rapport au dollar, puisque le dollar lui-même avait un cours fixe par rapport à l'or. Et comme toutes ces monnaies étaient finalement reliées au dollar, lui-même relié à l'or, finalement toutes les monnaies du monde étaient reliées à l'or, avec un cours fixe. En 1971, quand Nixon a pris cette décision, c'était la fin de ce système-là. Et là, ça a créé le début, je dirais, des monnaies qui fluctuent entre elles, donc du forex, des marchés monétaires,
et le début en fait aussi de la crise pétrolière de 1973. Bref, là on va pas rentrer dans l'histoire. Je vais rester là-dessus. Je dirais simplement que ça a créé des périodes très tendues entre 1970 et 80, une inflation totalement dingue. On avait des chiffres à deux chiffres en Europe. On avait 13, 14, 15% d'inflation dans les années 70. Là, on a cru que le système pourrait bien se casser la gueule. Mais les États-Unis ont été très malins et ils ont remplacé finalement l'or par le pétrole. Et ils ont créé, on va dire, le pétrodollar en signant un accord avec l'Arabie Saoudite à l'époque, en obligeant l'Arabie Saoudite de vendre tout leur pétrole contre des dollars, uniquement contre des dollars. Et les Saoudiens ont accepté en échange de la protection totale de l'armée américaine sur l'Arabie Saoudite. Vous comprenez d'ailleurs comment finalement l'Arabie Saoudite est maintenant un acteur clé dans le jeu géopolitique, puisque c'est grâce au système mis en place à cette époque-là, encore une fois de manière très maligne par les Américains, pour sauver finalement le pouvoir de leur dollar, puisque leur dollar était vraiment, à partir de 71, on se demandait comment ça allait pouvoir subsister, puisqu'il n'y avait plus rien qui était derrière le dollar, plus aucune valeur intrinsèque. Eh bien, ils ont transformé ça avec le pétrole. Voilà. Donc, deux dates, je répète, 1944-1971. Donc, 1971, cette nouvelle ère dans laquelle nous vivons avec des monnaies qui n'ont aucune valeur intrinsèque derrière. Elles ne représentent plus rien, ce n'est que du papier imprimé. Alors, de manière extraordinaire, 71-2020, on est aujourd'hui à quasiment 50 années de cette expérience unique dans l'histoire du monde et des hommes où ils vivent. Alors, c'est pas que ça a été unique, ça a déjà été fait, mais ça n'a jamais fonctionné, et certainement pas 50 années. C'est la première fois que ça dure si longtemps, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des expériences de monnaie juste papier, elles terminent toujours par aller au fond des chiottes, c'est-à-dire à zéro. Ça, c'est mathématique. Alors, je pense qu'on aura exactement le même résultat maintenant, mais finalement, on a tenu encore 50 ans et on y tient encore. Personne ne sait si ça va se terminer maintenant, dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais ça se terminera, ça c'est sûr, et ça se terminera à mon avis en allant, comme toujours, à zéro pour le papier monnaie. Voilà donc où nous en sommes depuis 1971. Alors, maintenant, on va passer à un autre concept, une fois que vous avez bien saisi tout ça, c'est le principe de ce que c'est un prêt. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, votre épargne, elle est prêtée aux États, ça vous l'avez bien compris. Maintenant, vous, quand vous allez à la banque ou lorsque n'importe qui emprunte quelque chose, le principe d'un prêt, il est simple. Il est que lorsque vous empruntez à un banquier ou même à quelqu'un d'autre, il y a toujours deux choses qui sont mises dans la balance. Il y a le prêt qui vous est accordé, mais en face, la personne qui vous prête va de toute façon avoir besoin d'une garantie, ce qu'on va appeler le collatéral. Alors, vous avez plusieurs types de collatéraux. On a des collatéraux de bonne qualité ou on a des collatéraux de mauvaise qualité. Alors, prenons quelques exemples. Si vous-même vous allez à la banque et que vous empruntez pour acheter une maison, vous allez faire un crédit hypothécaire, donc la banque va avoir un collatéral. Le collatéral va être évidemment votre signature et votre engagement de rembourser sur 10, 15, 20 ans votre crédit. Mais cette signature-là, elle a une valeur, oui, elle a une valeur, parce que vous avez certainement un travail, sinon vous ne prêterez pas, vous avez une source de revenus, vous avez un historique. Mais au fond, le vrai collatéral dans cette histoire, c'est que la banque, elle va prendre une hypothèque sur votre maison ou sur votre appartement que vous achetez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de le rembourser, le bien va revenir à la banque, c'est-à-dire au prêteur. Donc ça, c'est un collatéral qui est un collatéral de bonne qualité, spécialement si la banque vous demande de faire un apport, comme ça se fait en France et comme ça s'est toujours fait. Les banques ont toujours demandé des apports de, en gros, 30%, et elles vous prêtent, disons, 70%, 80%, mais rarement plus que ça. Alors,
C'était pour prendre un exemple d'un collatéral de bonne qualité, puisque là vous avez l'avoir lui-même qui est un immeuble et qui est pris en garantie. Alors bien sûr, vous allez me dire, même un collatéral de bonne qualité ça peut devenir dangereux si, par exemple, si vous empruntez, vous mettez 20% sur la table, que la banque vous prête 80%, que votre immeuble, votre appartement vaut 100 000 par exemple, et que tout à coup le marché baisse et que votre appartement ne vale plus que 50 000, alors là, du coup, si vous ne pouvez plus rembourser, la banque, même en le saisissant, elle ne va pas récupérer les 80 000 qu'elle vous a prêtés. Si elle vous a prêté 80 000 et que vous avez mis 20 000 et que ça vaut plus que 50 000, évidemment qu'elle peut se retrouver avec une grosse perte. Bon, donc même un collatéral de bonne qualité, ça n'est pas la garantie pour le prêteur de s'y retrouver quoi qu'il arrive. Mais bon, maintenant vous avez quand même énormément de cas où vous avez des collatéraux de très mauvaise qualité. Alors, collatéral de très mauvaise qualité, prenons un exemple un peu extrême, c'est une banque qui va prêter, je ne sais pas moi, 30 000 euros à un chômeur pour qu'il s'achète une bagnole. Alors là, très clairement, il n'y a aucune garantie, puisque, ou alors si c'est bon, vous allez me dire, la banque pourrait se garantir sur la voiture, mais qu'elle lui prête 30 000 euros pour qu'il fasse, je ne sais pas moi, des dépenses courantes, comme aller faire ses courses, des biens consommables. Alors là, il n'y a aucun collatéral, si ce n'est la signature de la personne, qui, comme je vous l'ai dit, est chômeur. Là, vous avez un collatéral de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que la banque, finalement, elle n'a que comme garantie la promesse, qui est un contrat, de quelqu'un de rembourser. Mais ce quelqu'un va pouvoir rembourser que tant qu'il en est capable. S'il n'a plus de boulot et s'il n'a plus d'allocation, il ne pourra plus rembourser. Et là, c'est clairement la banque qui s'assoit dessus. Donc son collatéral, l'actif qu'elle a en face de son prêt, eh bien, il est de mauvaise qualité. Alors, je vous parle de ça parce que c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre ce qui s'est passé en 2008. En 2008, la crise des subprimes, c'est ni plus ni moins, et là encore je simplifie, vous irez faire vos recherches, c'est ni plus ni moins que tout à coup, alors il y a eu énormément de crédits aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été très très loin dans l'extrême dès qu'il y avait moyen de se faire du pognon. Ça je dirais c'est le petit péché mignon. Et donc en fait les banques aux États-Unis dans les années qui ont précédé 2008, elles ont prêté, comme l'immobilier n'arrêtait pas de monter, les Américains s'endettaient de plus en plus sur la valeur de leurs biens. Et les banques prêtaient de manière quasi illimitée à des Américains, juste sous prétexte que leur maison ou leur appartement prenait de la valeur. Donc je reprends un exemple, vous avez quelque chose qui vaut 100 000, vous avez un emprunt, disons la banque vous a prêté 80 000, et puis tout à coup le marché, 2 ans plus tard, on estime que votre bien ne vaut pas 100 000, il vaut 200 000 maintenant. Vous pouviez aller à la banque et dire, regardez, maintenant mon appartement vaut 200 000, est-ce que vous pouvez me reprêter 100 000 et vous prenez l'hypothèque sur l'appartement. Alors les banques ont fait ça et ont prêté, même pas en demandant des 20% d'apport, quasiment avec 0% d'apport. Donc les banques prêtaient à des gens qui finalement avaient comme collatéral des biens qui eux-mêmes, avec des valorisations complètement folles, parfois avec simplement comme collatéral des promesses de rembourser, de gens qui ont des situations de revenus qui sont précaires, et puis avec des biens immobiliers qui parfois sont dans des endroits qui prenaient de la valeur parce que ça montait partout, mais de manière complètement folle et pas du tout saine. Alors ce qui s'est passé à partir de fin 2007, c'est que, je rajoute, que il y a donc des banquiers qui ont commencé dans les années 2005-2006, ayant tous ces papiers et commençant à voir qu'il pouvait y avoir danger, ils ont commencé à faire des espèces de packages qu'ils ont finalement saucissonnés et revendus à d'autres investisseurs. Alors je m'explique, si vous êtes un banquier et que vous avez comme ça plein de contrats avec des prêts
vous vous dites, oula, il y a quand même des gros risques de ne pas être remboursé. À un moment donné, si vous avez des petits copains à Wall Street ou des gens qui savent faire, hein, qui savent créer des produits financiers, vous allez dire, ok, moi je te donne tous mes contrats, et puis tu m'en fais un package, et tu les revends sur les marchés à des investisseurs. Donc il y a des gens qui vont investir, et là je reviens à vous, c'est-à-dire que le pauvre épargnant qui met son argent en banque, si le banquier il est copain avec ce mec de Wall Street, et que le mec de Wall Street il est en train de refaire des petits packages avec tous les contrats pourris que le banquier lui a demandé de packager, eh bien vous allez vous retrouver, vous, sans le vouloir, finalement, à avoir votre argent que vous avez mis en banque qui est finalement investi sur ce genre de produit. Et puis, donc, le banquier, lui, s'est débarrassé de ces petits produits, mais du coup, tout ça se retrouve dans les mains de personnes qui ne sont même pas au courant, qu'ils ont en fait investi sur des espèces de petits produits qui sont en fait des packages qui représentent derrière des promesses de rembourser qui sont irremboursables. Et on se retrouve avec la crise de 2008, parce qu'évidemment, ça remonte. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un problème avec un remboursement, le gars qui a investi se retrouve à perdre son argent. L'argent qui était en banque, du coup la banque se retrouve avec un actif en moins, elle se retrouve avec des réserves en moins, avec donc un danger, elle doit elle-même revendre très vite beaucoup de ses avoirs. Le fait de revendre, ça crée, à partir du moment où vous avez trop de ventes sur des marchés, vous savez ce qui se passe. Si tout le monde est vendeur et qu'il n'y a pas d'acheteur, les prix s'effondrent. Et vous avez un phénomène boule de neige qui se met en place très très rapidement et qui explique ce que nous avons vu en 2008, c'est-à-dire un moment de panique, et avec le point culminant qui était la faillite de Lehman Brothers, qui était quand même une grande banque américaine. Alors, à partir de là, c'est là où les choses ont commencé à être... c'est là d'ailleurs qu'on va arriver maintenant au moment qui va nous intéresser. C'est là que les autorités ont décidé, voyant que l'économie était au bord de au bord d'un moment qui aurait pu être effectivement assez violent, hein, c'est-à-dire avec des faillites bancaires en cascade, donc avec des gros problèmes à régler, mais en tout cas dans mon esprit, hein, quelque chose qui aurait été normal. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites des paris qui sont perdants, vous perdez. Mais non, les autorités ont décidé, et notamment aux États-Unis, du coup tout le monde a fait pareil, de ne pas appliquer un principe fondamental du capitalisme, hein, qui est que, quand on fait des paris ou qu'on prend des risques et que ça fonctionne, on gagne de l'argent. Mais si on prend des risques et qu'on perd, on perd. Non, là du coup ils ont dit non, là on ne perd pas, on va renflouer ce qu'on va appeler les too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour tomber, too big to fail. Donc les grosses boîtes, notamment les grosses banques, les grosses compagnies, hein, General Motors, etc., qui étaient au bord de la faillite. Mais on a décidé de ne pas les laisser faillir. Et il n'y avait qu'une seule solution, c'était de les renflouer à grands coups de milliards de dollars, sortis tout droit des caisses de l'État. Mais alors comment un État comme les États-Unis peut faire ça? Parce que, vous l'avez compris, avec le système de l'endettement, ça veut dire que les États-Unis sont obligés donc de s'endetter, les États-Unis et les autres pays qui ont fait exactement pareil, de s'endetter et donc d'émettre des bons du trésor de plus en plus sur les marchés pour que des gens les achètent et acceptent de leur prêter. Alors vous comprenez bien que dans une logique normale, plus vous allez emprunter, plus vous allez être en position d'être très endetté, moins les prêteurs vont vous prêter facilement. Donc il va falloir que vos taux d'intérêt deviennent de plus en plus élevés. Et du coup, vous êtes face tout simplement à la possibilité que vous n'avez plus de prêteurs qui souhaitent vous prêter. En tout cas, pas à des taux que vous estimez être capable de rembourser. Alors, c'est là où il y a eu ce moment qui a pour moi été le moment où tout a basculé. C'est lorsque ce sont les banques centrales, notamment la Fed, qui a décidé, et qui ont décidé, puisque toutes les autres ont suivi derrière, de devenir les acheteurs sur les marchés de ces obligations des États, c'est-à-dire des bons du Trésor. Donc c'est les banques centrales qui interviennent sur le marché pour racheter et donc pour prêter finalement aux États. Alors là encore, vous irez faire vos recherches. Bien sûr que le fonctionnement d'une façon technique, il est un peu plus complexe que ça, parce que ce n'est pas les banques centrales au départ qui directement
achètent les bons du Trésor américain parce que ça passe par des intermédiaires, mais le résultat est exactement celui-là. Le résultat est exactement celui-là, c'est-à-dire que les banques centrales se retrouvent avec des bons du Trésor américains, donc la Fed se retrouve avec sur sa balance des bons du Trésor américains. Alors, c'est une aberration parce que c'est normalement interdit par les règles des banques centrales indépendantes, comme la Fed, comme la BCE. C'est totalement interdit, mais ils se sont autorisés à le faire et ils ont trouvé des petites formules. C'est là où la sémantique est très importante. Et ils ont appelé ça le quantitative easing, qui était donc, puisqu'ils passaient par des intermédiaires, qu'ils ne l'ont pas fait directement, bref, on a noyé le poisson et finalement, on s'est autorisé à le faire. Alors quel est le résultat? C'est ça qui est très important. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve dans une phase, et ça vous allez le comprendre très facilement, je vais vous prendre un exemple tout bête. J'espère que tout ça n'est pas trop confus. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Imaginez que vous jouez au Monopoly. Voilà, vous jouez au Monopoly, vous êtes entre amis, on est 4, on joue au Monopoly. Vous savez que dans la caisse du Monopoly, il y a un certain nombre de billets. Donc on a distribué les billets au départ de manière équitable aux 4 personnes qui jouent. Et puis vous avez, au fil du jeu, il y en a qui s'enrichissent, alors selon les dés, selon la chance, selon leur capacité à savoir jouer. Il y en a qui s'enrichissent, ils ont des hôtels, etc., etc. Il y en a d'autres qui s'appauvrissent. Bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Maintenant, imaginez que dans ce même jeu, tout à coup, au milieu du jeu, vous avez un des 4 joueurs, ou alors un 5e joueur, bon, peu importe, qui arrive avec, alors si dans le jeu, disons qu'il y avait, en billets, il y avait, disons, 1 million, en billets de billets de Monopoly, tout à coup, il y en a un qui arrive, et qui arrive avec, je sais pas moi, avec 10 millions. Et qui rentre dans le jeu au milieu, là, et puis qui arrive avec ses 10 millions. Alors qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Vous le comprenez très bien. C'est qu'il va être en mesure, lui, de racheter tous les hôtels de tout le monde, il va être en mesure de gagner le jeu, tout simplement, d'être le plus riche. Et surtout, donc, le jeu va être faussé, c'est-à-dire que la valeur des hôtels, vous voyez, vous aviez vos hôtels que vous vendiez à votre collègue, à votre partenaire de jeu, vous le vendiez une certaine somme en fonction de ce que vous aviez, de ce qu'il avait, tout à coup, vous avez le gars qui a 10 fois plus, vous comprenez très bien que la valeur de vos hôtels, elle va monter aussi. Elle va monter très fortement, puisque tout à coup, il y a beaucoup plus d'argent dans le jeu. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous expliquer les conséquences de l'intervention de banques centrales sur des marchés qui, normalement, sont censés fonctionner avec des acteurs privés qui investissent, qui revendent, qui achètent, qui revendent. Mais ça, c'est un vrai marché. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui rentre, qui est une banque centrale, et qui peut, avec de l'argent qui n'existe pas, et ça c'est très important de le comprendre, lorsqu'elles achètent, lorsqu'elles interviennent, elles interviennent avec de l'argent qu'elles... Alors oui, on va dire qu'elles impriment, bien sûr, elles le créent, mais elles, ce qu'elles vont vous dire, et c'était ça la réponse à l'époque de Ben Bernanke, qui a été quand même le chairman de la Fed à cette époque-là, et qui est d'ailleurs celui que vous allez retrouver sur mon petit logo sur Crypto Paradise, on le voit à l'hélicoptère, en train de balancer de l'argent. C'est lui, c'est Ben Bernanke, c'est mon idole, entre guillemets, parce qu'il a été exceptionnel à cette époque-là, puisqu'il expliquait devant les membres du Congrès que non, il n'imprimait pas d'argent, puisque lorsqu'ils achetaient des avoirs, ils avaient en contrepartie des actifs financiers qui étaient donc les bons du Trésor américain. Mais voyez comme la sémantique est très importante, parce que bien sûr qu'ils imprimaient. La seule chose, c'est qu'ils imprimaient de l'argent. C'est pas qu'ils l'imprimaient, qu'ils le balançaient. Oui, effectivement, ils imprimaient de l'argent pour acheter, c'est-à-dire pour prêter au Trésor américain, qui en échange leur donnait un papier signé. C'est un papier, un bon du Trésor, c'est un papier, c'est je vous dois tant. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vous rembourserai tant. Mais donc, on se retrouve dans un jeu de dupes, où si vous êtes un acteur du marché, que vous jouez, vous êtes un peu comme le joueur de Monopoly, et que vous voyez débarquer quelqu'un qui est en illimité, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus de prix. Vous n'avez plus de prix correct. Vous vous retrouvez avec des bons du Trésor qui sont valorisés d'une façon totalement démentielle. Et démentielle parce que vous avez un extérieur, quelqu'un qui intervient et qui peut acheter tout ce qu'il veut, autant qu'il veut, sans limite. C'était ça l'histoire de la Fed, et c'était ça l'histoire de 2008, et c'est ça le quantitative easing. Donc, notion à bien comprendre, pour comprendre pourquoi on se retrouve dans un système où
on a une valorisation des actifs qui a commencé à cette époque-là à partir dans tous les sens. Alors vous le comprenez d'autant mieux si je vous explique que, évidemment, très simplement, vous avez un bon du Trésor. Alors je vais essayer de le faire simple. Un bon du Trésor, c'est donc une émission obligataire par un État. Et disons, là aussi on va simplifier, imaginez qu'un pays comme la France dise, ben moi, j'émets une obligation qui vaut, disons, 100. C'est-à-dire que si vous l'achetez, vous, investisseur, vous allez payer 100 à la France, donc c'est un emprunt pour la France, hein, vous allez prêter à la France 100, et la France va vous dire, ok, il y a un coupon qui est attaché à cette obligation qui est de 10 tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, la France vous donne 10% d'intérêt. Donc à partir du moment où vous avez ce coupon entre les mains, cette obligation de l'État français, tous les ans, vous allez toucher 10. Et elle vous dit, l'échéance de ce coupon, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, elle va vous rendre vos 100. Alors, si vous avez cette obligation que vous venez d'acheter 100, vous allez sur le marché obligataire et vous commencez à trouver d'autres acheteurs. Imaginez que ça passe à 50, c'est-à-dire que l'obligation baisse, le prix de l'obligation baisse, et que vous la vendiez 50. Vous avez perdu, hein, vous l'avez acheté 100, et vous la revendez 50 à quelqu'un. Donc ce quelqu'un qui investit 50, vous comprenez bien que pour lui, il a toujours, tous les ans, il va toucher 10. Donc le fait que l'obligation ait baissé, ça a un effet immédiat, c'est le fait que les taux d'intérêt, eux, ils ont monté. Puisque lui, s'il investit 50, quand il va toucher ses 10 chaque année, avec les 50 qu'il a investis, ça représente maintenant 20% de taux d'intérêt. A l'inverse, si vous revendez, si cette obligation prend de la valeur, et que vous la revendez 200, celui qui investit 200 va toujours toucher ses 10 tous les ans, et donc pour lui, le taux d'intérêt sera maintenant divisé par 2. Ce sera plus que 5%. Puisque 10 sur 200, ça fait que 5%. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, parce que ça aussi, c'est assez important à comprendre, puisque maintenant, tout ça pour vous dire que lorsque une banque centrale intervient sur ce marché-là et commence à acheter tout ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle fait? De facto, elle fait monter les prix petit à petit de ses obligations, puisqu'elle les rachète. Elle rachète à tout va. Donc les prix montent. Donc, dès lors que les prix des obligations montent, les taux d'intérêt, eux, ils ne font que baisser. Donc, c'est une façon détournée et, je dirais, frauduleuse. Mais bon, ce n'est pas une fraude légale, puisqu'ils peuvent le faire. En tout cas, qu'ils ont trouvé le moyen de le faire, même si ce n'était pas totalement autorisé au début. Mais c'est une façon détournée, disons-le, frauduleuse est peut-être un mot exagéré, même si je le pense, de garder, de maintenir à des niveaux artificiellement bas les taux d'intérêt. Pourquoi? Alors pourquoi? Pour permettre aux États de continuer à s'endetter ad vitam, plus les taux d'intérêt sont bas, et plus finalement le niveau de la dette a peu d'importance. Et vous le voyez aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à zéro, ou lorsque vous avez un taux d'intérêt à zéro, finalement vous pouvez vous endetter à l'infini. Il n'y a plus de problème, puisque vous ne payez plus de taux d'intérêt. Moi, si je vous prête 1000 trilliards maintenant à zéro taux d'intérêt, ben je vous les prête, et je vous demande de me les rembourser dans 5 ans. Dans 5 ans, vous allez me les rembourser. Mais à ce moment-là, vous irez réemprunter 10 trilliards. Donc vous allez me rembourser avec un nouveau prêt. Si vous voulez, c'est un système qui ne s'arrête jamais. Alors on est exactement là-dedans aujourd'hui, mais il y a quand même une chose qui est très importante, c'est qu'en faisant ça, vous commencez à tellement manipuler les marchés, et le marché qui est à l'origine de la valorisation de tous les actifs, c'est le marché des taux d'intérêt. C'est un concept que vous devez très bien comprendre, c'est que vous, si vous avez de l'argent à investir, à partir du moment où vous avez un taux d'intérêt qui est très faible, il vous faut beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir gagner très peu. Donc si vous gagnez 5% par an, ok, vous mettez 100 000 euros, 5%, ça va vous rapporter 5 000 euros par an. Si les taux d'intérêt passent à 2,5, il vous faut maintenant le double, 200 000 euros, pour toujours avoir vos 5 000 euros par an. Vous comprenez bien la logique. Plus on a des taux d'intérêt qui sont bas, et plus vous avez besoin de beaucoup d'argent pour gagner la même somme. Bon, ça doit bien vous faire comprendre qu'on se retrouve avec des actifs, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions,
qui deviennent survalorisés. Votre appartement, votre maison, qui n'arrête pas de prendre depuis les années 2000, vous vous dites « je m'enrichis ». Mais vous vous enrichissez pas vraiment. La valeur que vous avez, c'est toujours la même. C'est un appartement, c'est une maison. C'est le prix qui n'arrête pas de monter. Et finalement, là-dedans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le prix qui est de plus en plus faussé. Pour la simple et bonne raison que vous allez vendre un appartement très cher parce que les taux d'intérêt étant tellement bas que l'argent de la personne qui vous l'achète, il ne sait plus où le mettre pour avoir quelque chose, pour que ça lui rapporte quelque chose. Et avec des taux d'intérêt à zéro, vous ne pouvez même plus gagner de l'argent. Vous êtes obligé donc d'aller chercher des méthodes très compliquées pour essayer d'avoir de la rentabilité sur votre investissement. Ce qui devient donc une aberration. Donc ça a une tendance, en fait, à faire baisser la valeur de l'argent et à faire monter la valeur des actifs. Mais ce n'est pas la valeur des actifs qui monte. La vérité, c'est que ce n'est pas votre appartement, ce n'est pas votre maison qui prend de la valeur. Ce n'est pas l'action de telle entreprise qui prend de la valeur. C'est la valeur de l'argent qui n'arrête pas de baisser. Alors on va vous dire, et c'est là un point très important, on vous dira, oui, mais il n'y a pas d'inflation. Parce que ce que je suis en train d'expliquer, c'est évidemment de l'inflation. Ça veut dire que la valeur de l'argent baisse. Alors, oui, on vous dit qu'il n'y a pas d'inflation, et là, on doit rentrer dans des considérations qui sont un petit peu plus complexes. Je vais pas rentrer dedans dans le détail. La seule question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui est calculée l'inflation. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à des États qui ont un peu le cul entre deux chaises. Ils ont d'un côté une inflation qui, si elle est trop basse, c'est pas bon parce que ça peut créer de la déflation. La déflation, c'est la hantise de tout système qui est basé sur la croissance. Et de l'autre côté, l'inflation, si elle est trop élevée, eh bien, ça va poser d'autres types de problèmes. Car énormément de choses que l'État doit payer régulièrement sont calculées sur les niveaux d'inflation. Un exemple, la hausse des salaires de la fonction publique, eh bien, elle va dépendre du niveau de l'inflation, puisque à chaque fois les syndicats réussissent à négocier une hausse qui est de X points par rapport à l'inflation, que ce soit au-dessus ou en dessous. L'indice des retraites, c'est pareil, on va vous calculer ça en fonction de l'inflation. Donc ils ont un intérêt, les États, à ce que l'inflation soit ni trop forte, ni trop basse. Donc en gros, vous l'avez compris, et là encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est assez simple disons, de bidouiller la façon dont on calcule l'inflation. Et il y a énormément de sites très très sérieux. Il y a un site américain qui s'appelle Shadowstat, qui sont donc les indices de l'ombre, hein, les statistiques de l'ombre, et qui estiment l'inflation largement supérieure aux chiffres officiels. Puisque, alors une chose que vous devez savoir, par exemple, c'est que dans l'inflation, on ne va pas calculer, on ne va pas y ajouter le prix justement des actifs, ce qui est quand même une aberration. C'est-à-dire qu'on va vous dire que l'immobilier ne fait pas partie de l'inflation. Donc quand vous avez des prix de vos loyers ou de votre immobilier qui multiplie par 3 en 15 ans, ben, ça ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. C'est quand même assez étrange, parce que le loyer fait partie aujourd'hui, c'est un énorme poste de dépense pour le foyer moyen. Hein, si vous voulez, on est de l'ordre de 1/3 des dépenses, c'est dans le coût du logement. Donc si déjà on vous enlève ça du calcul de l'inflation en vous disant ça ne rentre pas dans le calcul, bah déjà c'est un petit peu faussé. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, ça aussi il y a énormément de sujets et d'articles que vous avez trouvés qui vont vous expliquer un petit peu toutes ces histoires sur la façon dont on calcule l'inflation. Ce qui est important de retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que vous voyez qu'on a là finalement tout un système en place qui, depuis maintenant, allez, on va dire 1971, on va mettre ça, on va simplifier, fait que on est dans une ère de monnaie qui n'est adossée à rien, qui n'a aucune valeur intrinsèque et donc dont la valeur va tendre vers zéro. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, le dollar aujourd'hui vaut 99% de moins que le dollar, je crois, en 1950. Donc c'est de cet ordre-là, hein, donc c'est à vérifier, ou peut-être du dollar de 1913. Donc j'ai peut-être exagéré un peu, mais en tout cas, si vous voulez, en une centaine d'années, ça c'est certain, il a perdu 1/100 de 99% de sa valeur. C'est-à-dire en gros 1% chaque année. Donc vous achetez aujourd'hui 100 fois moins avec $1 que ce que vous achetiez il y a 100 ans.
Voilà, donc maintenant, comme vous l'avez compris, donc garder son argent, c'est de toute façon perdre de la valeur. Alors aujourd'hui, on a une course vers, je dirais, le bon investissement, ce qui devient très compliqué. Si l'argent était quelque chose de sain, c'est quelque chose, si vous voulez, vous pourriez l'enterrer dans votre jardin, et puis vos enfants ou vos petits-enfants, le jour où ils le déterrent, ils pourraient prendre le billet, hein, disons de 100 euros ou de 100 dollars, et puis ils pourraient s'en servir pour aller acheter des choses. Vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que si vous allez enterrer 100 euros aujourd'hui, vous le comprenez très aisément, dans 30 ou 40 ans, ça n'aura pas du tout le même pouvoir d'achat. En revanche, ce n'est pas la même histoire avec l'or. Alors ça nous amène à la dernière partie de cette session, qui sont maintenant, quelles sont les classes d'actifs. Et alors, les classes d'actifs, moi je les ai séparées en trois. C'est pas forcément comme ça que vous allez le trouver en général, mais c'est comme ça que je vais vous les présenter. Vous avez d'abord l'immobilier. L'immobilier, il y a des particularités à l'immobilier. C'est un actif qui est peu liquide, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le vendre très rapidement, ni en acheter très rapidement, parce qu'il y a énormément de réglementations autour de l'immobilier. C'est un actif qui est peu volatile, voilà, en temps normal, c'est-à-dire que ça ne bouge pas des masses d'une année sur l'autre. Quoique, comme vous le savez, dans les dernières années, dans les 15 dernières années, l'immobilier a pris énormément de valeur. Mais c'est relativement peu volatile. Vous n'avez pas des mouvements de bas en haut tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Et en revanche, c'est un actif qui est très facilement taxable, puisque par définition, l'immobilier, vous ne pouvez pas partir avec sous le bras. Donc c'est quelque chose qui, une fois que vous l'avez, dans un état donné, bah, si l'État décide d'asseoir de plus en plus de taxes sur cet immobilier, il peut le faire très facilement. Jusqu'à d'ailleurs, vous arrivez à des taxes confiscatoires, hein, comme on l'a vu dans pas mal de pays. Il suffit de doubler, tripler, quadrupler la taxe foncière, par exemple en France, pour arriver à un moment où vous allez vous retrouver à payer un quasi-loyer parce que vous êtes propriétaire. Donc c'est une façon quand même déguisée finalement de vous taxer et de vous confisquer votre actif, votre bien. Voilà, donc ça c'est une classe d'actifs, c'est l'immobilier, donc très, très particulier. Deuxième classe d'actifs seront les capitaux mobiliers, donc tout ce qui est mobile. Alors capitaux mobiliers, dedans vous allez retrouver donc les fameuses obligations dont nous avons beaucoup parlé, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prêtez de l'argent soit à un État, soit à une entreprise, elle émet une obligation. Cette obligation, c'est un actif mobilier. Vous pouvez l'échanger, le vendre, vous pouvez en acheter sur les marchés obligataires. Vous avez les actions. Les actions, là, sont des vraies valeurs d'entreprise. Donc, à la différence des obligations, ce n'est pas des dettes et ce n'est pas quelque chose que vous doit quelqu'un, c'est réellement, vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise. Les actions et les obligations, pas mal de gens ne mettraient pas ça dans la même catégorie. Pourquoi? Parce qu'une obligation, c'est réellement quelque chose que quelqu'un d'autre vous doit, donc vous dépendez réellement de la capacité de remboursement d'une tierce personne. L'action, comme je vous l'ai expliqué, vous possédez une partie d'une entreprise. Donc c'est vrai que ce n'est pas pareil. En revanche, je les ai mis dans la même catégorie parce que ce sont tous les deux des capitaux mobiliers qui sont liquides, donc facilement échangeables, hein. Vous pouvez décider d'acheter ou de vendre une obligation, en tout cas la plupart, ou la plupart des actions, pas toutes, hein, bien sûr. Si vous achetez des actions d'une toute petite entreprise très peu connue, ce sera plus compliqué de vendre ces actions ou d'en acheter. Mais ce sont en général des valeurs assez liquides, relativement volatiles, surtout pour les actions, hein. Vous pouvez avoir des valeurs qui peuvent bouger pas mal, qui peuvent fluctuer pas mal. Elles sont facilement taxables. Elles ont en tout cas en commun le fait d'être dépendant d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces valeurs, vous êtes dépendant, que ce soit avec les obligations, que ce soit avec les actions, vous êtes dépendant d'une tierce personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui les a pour vous finalement, hein. Lorsque quelqu'un vous doit de l'argent parce qu'il a émis une dette, ben, par la force des choses, par définition, vous dépendez de cette personne, sa capacité à vous rembourser. Lorsque vous achetez une action, le titre de propriété, vous l'avez. D'abord, tout dépend où est-ce que vous l'avez, parce que si vous l'avez laissé à la banque, attention, il peut y avoir, est-ce que vous en êtes réellement propriétaire? Est-ce que si la banque fait faillite, est-ce qu'elle engloutit pas avec
ces actions. Là, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes propriétaire réellement des actions. Voilà. Mais vous avez toujours cet aspect tiers détenteur. Alors vous avez une troisième classe d'actifs que j'appellerais les avoirs physiques. Voilà, c'est vous l'avez et vous l'avez physiquement. Et là, on a en numéro 1 l'or, l'argent et globalement les métaux précieux. Donc le platinium, voilà, quels que soient les métaux. Mais c'est vrai que l'or et l'argent sont les deux plus connus, et spécifiquement l'or. Et je mettrai dans cette catégorie d'autres actifs physiques qui sont mobiles, hein. Vous avez le cash. Alors là, c'est au lieu d'avoir votre argent à la banque, vous allez prendre l'argent liquide, hein. Vous le mettez sous le matelas, hein, comme le faisaient les grands-mères et les arrière-grands-mères. Il y avait ce qu'on appelait le bas de laine, hein. Donc l'argent liquide que vous pouvez avoir chez vous, finalement, vous avez la main dessus. Là, vous n'avez pas de tiers détenteur, c'est physiquement à vous. Même si ça reste que du papier, hein, la question n'est pas là. Le fait est que vous l'avez. Vous avez d'autres actifs, par exemple l'art, avoir des tableaux de peintres connus ou moins connus, mais en tout cas, ça peut être une façon d'investir. Et un tableau, vous pouvez partir avec sous le bras. Alors, l'avantage de ces avoirs physiques, c'est que eux, ils sont, alors, liquides, oui, c'est clair que le cash, c'est très liquide par définition. Vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez avec, hein, tant que le cash a cours dans le pays où vous vivez, pas de problème. L'or va être relativement liquide. Si vous avez de l'or, alors un lingot, des pièces, bon, c'est déjà un petit peu moins liquide. Ce sera peut-être un peu moins facile de vous en servir, mais ça reste une valeur sûre. Mais la chose étant que ça a une valeur intrinsèque. L'or a une réelle valeur intrinsèque qui est depuis 3 ou 4 000 ans, ou 5 000 ans même, acceptée par la plupart des hommes. Donc c'est en général liquide, c'est, alors on va dire peu volatile, oui, c'est peu volatile. Le cash par définition, puisque tout est mesuré en monnaie, à partir du moment où vous avez de l'argent en cash, bah, il ne bouge plus, hein, il garde la valeur dans cette monnaie-là. Alors il va peut-être pouvoir être très volatile par rapport à d'autres monnaies, mais ça c'est un autre sujet. Par rapport à la monnaie dans le pays dans lequel vous vivez, bah, c'est par définition pas volatile du tout, ça ne bouge pas. Et puis c'est difficilement taxable, voire pas du tout, parce que ce que vous avez physiquement, en gros personne ne sait que vous l'avez. Voilà, donc vous pouvez partir avec sous le bras, vous pouvez, je dirais, échapper à la folie taxatoire de certains pays. Voilà, alors ça nous amène à la conclusion de cette session 1, qui avait pour but de bien vous faire prendre conscience du monde financier dans lequel nous vivons et de ce que c'est la monnaie finalement qu'on utilise tous les jours. C'est le système d'échange entre les êtres humains et cette monnaie, elle est en phase de devenir, elle est sur cette courbe descendante, elle va inexorablement vers zéro, elle ira à zéro, elle a déjà perdu 99% de sa valeur dans le siècle dernier, disons, pour faire simple. Donc la question est maintenant, que faire? Que faire? Parce que si vous avez ce genre d'avoir, il va falloir vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour échapper, je dirais, à ce qui risque d'arriver aux banques. Car le grand danger qui nous guette, surtout avec cette crise du coronavirus qui va avoir des conséquences phénoménales, non pas au niveau sanitaire, à mon avis, mais surtout au niveau économique, les pays ne vont pas se relever simplement d'un arrêt total de l'activité qui dure maintenant depuis un mois et qui va peut-être encore durer 2 ou 3 mois, personne ne le sait. Ça aura des conséquences colossales. Et ma grande crainte, c'est que ça aura des conséquences colossales sur ce qui va se passer au niveau épargne, au niveau bancaire. Donc on en arrive à la fin de cet épisode 1. J'espère que vous avez saisi finalement et que vous comprenez bien dans quel environnement monétaire nous vivons. La beauté de ce que on va enchaîner sur les autres épisodes ensuite, la beauté de ce qui s'est passé en 2008, et c'est pour ça que ça a été une date absolument cruciale, c'est que c'est à ce moment-là
qu'un dénommé Satoshi Nakamoto a lancé son white paper, c'était en septembre 2008, donc vraiment de manière totalement concomitante aux catastrophes qui étaient en train d'arriver sur les marchés, a paru son white paper qui expliquait ce qu'était le Bitcoin. Alors tout le monde a découvert ça, enfin les rares personnes qui ont découvert ça en se frottant les yeux se sont demandé ce que c'était que ce truc-là. Et c'est ce qu'on verra. On verra donc ce phénomène lors de la session 2, qui sera l'arrivée du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. D'ici là, j'attends vos questions. Je pense que cette session 2 sera en ligne d'ici 48 heures à peu près. À bientôt.